Bonjour à tous, merci d'avoir fait le choix de suivre On garde le contact, l'afro-optimisme en marche. Ici, l'on essaie de trouver des explications et aussi quelques solutions aux maux qui minent le continent africain actuel, parce qu'il faut replonger dans son passé pour mieux apprécier le présent et enfin envisager un bon futur. Et nous sommes avec beaucoup de frères panafricanistes qui nous outillent dans le bon sens. Depuis 2 semaines, on parle de l'Afrique précoloniale et de l'Afrique coloniale. Aujourd'hui et hier, on s'intéressera toujours à ce qu'on va appeler un peu de fiction concernant la colonisation du continent africain. On est d'accord, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'Africains, la colonisation a fait du tort au continent africain. Alors, à quel niveau serait ce continent aujourd'hui si le continent n'avait pas connu la colonisation? En d'autres termes, est-ce qu'on imaginait un continent africain qui n'avait pas été colonisé? Est-ce qu'on serait à ce stade de développement ou est-ce qu'on serait à un niveau supérieur? 22 40 12 54, c'est la liaison téléphonique et aussi l'adresse électronique facebook.com on garde le contact. Madame, Messieurs, on y arrivera. Toutes les capitales connectées sur ce programme. Nous avons avec nous les invités qui sont Seydina Cherif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Institut des civilisations noires et aussi l'auteur de La dictature culturelle, une œuvre qui défend la culture africaine. Vous dites à travers cette œuvre-là qu'en se basant sur notre culture, on pourra s'en sortir. Merci d'être avec nous. Merci. En face de vous, monsieur Inabo Delors. Bonjour Inabo. Bonjour Mohamed. Juriste et intellectuel africain qui s'intéresse à toutes les questions relatives à l'Afrique et à son développement. Et depuis quelques semaines, on fait le chemin ensemble et il y a satisfaction, surtout concernant les réactions qui émanent de vous. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci d'être là. Kanoujon X, voilà, hier on a fait une petite parenthèse sur votre nom. Monsieur Kanoujon est avec nous. Bonjour Kanoujon. Bonjour. Vous êtes Bonjour. instructeur culturel et aussi par moment vous êtes artiste reggae, vous produisez des textes engagés, beaucoup de solutions dans vos œuvres pour que l'Afrique se porte bien et très bien. Merci d'être avec nous. Merci. Théophile Nglole, il a été recruté sur les bases de la pertinence de ses interventions sur la toile. À chaque sujet, il arrive à faire des développements et des belles analyses. Et c'est pour cette raison qu'à intervalles réguliers, on est avec lui et aussi avec d'autres personnes que l'on arrive à recruter sur la toile. Parce que du savoir, il y en a. Surtout que vos réactions sont référencées, datées, des intellectuels vraiment averti. Merci Théophile, bienvenue. Merci. Vous n'étiez pas là Théophile hier, on vous passe un condensé de ce qui s'est passé ici. Les chroniqueurs ont rivalisé d'ardeur, argument pour argument, chacun imaginait un continent africain qui n'avait pas été colonisé. Est-ce qu'on aurait avancé ou est-ce qu'on serait à l'état sauvage, comme l'a dit un intervenant sur la toile du nom de Elhadj Ahmed. Voici ce qui a été dit sur ce plateau. Détient une liste d'un minimum de 150 inventions faites par des Noirs. Il n'y a pas 2 continents dans le monde d'où peuvent provenir les Noirs. Il n'y a qu'en Afrique qui est le berceau des Noirs. Je ne vais même pas parler de l'humanité d'abord. Et ces gens-là, on en trouve de toute nationalité, mais leur racine, c'est l'Afrique. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence humaine n'est pas conditionnée par la couleur de la peau. Elle est conditionnée par l'environnement. Quand on est dans un environnement propice, on aboutit à des résultats concluants. Quand on est dans un environnement embrouillé, comme j'aime à le dire, on se comporte de façon brouillonne. Donc les différentes inventions qui sont là n'ont aucun rapport avec la colonisation. Moi, mon souhait, c'est que l'Assemblée nationale ici, qui vote les lois, décide que jeudi, vendredi ou lundi soit consacré au port des tenues africaines. Et vous allez voir, ça va nous enrichir énormément sur le plan d'abord de la dignité, sur le plan de la fierté et beaucoup plus sur le plan financier et économique. Donc voici moi ce que je pense. La colonisation a fait des dégâts, on n'en avait pas besoin parce qu'ils ne nous ont rien appris, les Occidentaux. Au contraire, ils sont venus piller ce qui était beau ici, ils sont allés développer, transformer et puis ils sont venus nous revendre, nous imposer cela. Je dis aux Africains, mettons au travail pour notre développement. Mais en même temps, celui que tu dis demande de se mettre au travail a un autre problème, qui est le problème aussi mental. Parce que mentalement, spirituellement, physiquement, on a été dépossédés. Mais c'est une réalité.
Et arrêtons de prendre des exemples entre l'Afrique et l'Asie. On se trouve toujours Est-ce qu'on se des comprend? excuses. Non, Les ce n'est pas des excuses, c'est des réalités. Non. C'est des réalités. Ça dure maintenant 60 ans. Moi-même, excusez-moi. Je vais terminer par ceci, parce que je vais terminer par ceci. Quand on parle de l'indépendance, quels sont ceux qui ont pris le pouvoir quand on parle de l'indépendance? Est-ce que depuis les années 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez la culture ivoirienne, la culture burkinabé ou malienne s'exprimer comme ça dans les instances de prise de décision? Non. Retour en plateau, 22 42 54, c'est le standard. Et vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous appelez de l'étranger. En tout cas, on salue tous les intervenants des 4 coins du monde. Nous sommes vraiment contents de votre attachement à ce programme et vos interventions nous enrichissent. Quelqu'un le disait, à chaque 3 mots, on apprend énormément à partir de ce plateau-là. Alors, nous faisons un peu de fiction aujourd'hui pour ceux qui nous prennent en marche. Si le continent africain n'avait pas été colonisé, est-ce qu'on serait à ce stade de développement? En d'autres termes, à quel stade de développement serait notre continent aujourd'hui si on n'avait pas connu la colonisation? Certains trouvent que le tableau serait sombre, noir à imaginer. D'autres trouvent que le tableau serait reluisant et très reluisant même. Certains parlent de développement en 3D. Et M. Inabo Delors dit qu'il ne voyait pas ça comme ça, mais qu'il fallait relativiser en tout cas. Merci Inabo. Théophile, vous n'étiez pas là. On va vous entendre en quelques secondes sur le condensé d'hier. Oui, une Afrique qui n'aurait pas été colonisée, ça aurait donné quoi aujourd'hui? Une Afrique qui n'avait pas, d'ailleurs l'Afrique n'avait pas besoin de colonisation. Donc si aujourd'hui on veut se projeter et on veut essayer de réfléchir sur l'état de l'Afrique, si elle n'avait pas connu la colonisation, je peux dire que l'Afrique serait le continent le plus prospère, le plus développé. Voilà. Certains vous demanderont de détailler cela. C'est facile à dire, mais comment est-ce que dans les faits, ça se serait présenté? C'est une question que je pose. Qu'est-ce qui a développé ces continents dits développés? Je réfléchis et puis je dis que ce sont les richesses de l'Afrique qui ont permis à ces continents de se développer. C'est un peu simpliste, non? Bon, c'est un peu simpliste, mais c'est une réalité. Je veux dire que l'Afrique même évoluait, l'Afrique progressait, l'Afrique avait son système politique, son système économique qui était en marche. Et même tous les autres continents venaient en Afrique pour échanger, pour évoluer, et on prospérait. À un moment donné, on a été, soumis à l'esclavage. On a été soumis à l'esclavage. Beaucoup de nos ressources humaines ont été déportées en Amérique. Après cela, les Blancs ont encore pensé une autre idée, celle de la colonisation. Ils sont venus, et comme le frère pouvait le dire, le frère Inabo, il a dit qu'ils sont venus à la conférence de Berlin de 1885, ils ont émietté l'Afrique, ils ont balkanisé l'Afrique, divisé pour régner, afin que l'Afrique, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, souffrir, puisse être martelée. Dès ce moment où l'Afrique a été divisée, l'Afrique perd ses repères et ils viennent maintenant avec un système de colonisation, ils prennent les richesses et ils développent, n'est-ce pas, leur continent. Bon, après la colonisation, nous sommes un pays dépossédé économiquement, socialement et même culturellement, on est dépossédé. D'accord, on a un ensemble de pays, un continent. Inabo l'a démontré, les documents l'attestent, l'Afrique n'a pas été le seul continent à connaître la colonisation ou encore l'esclavage. D'autres ont connu pire, mais se sont relevés. Seydina ne souhaiterait pas qu'on fasse ces comparaisons, mais il s'agit de données qu'on met là, ça et là, bien avant de commencer le débat. Alors, nous avons posé la question en ville. Ceux qui n'ont pas le temps d'être devant le petit écran ou encore de prendre le téléphone pour réagir ont eu leur part d'expression et voici ce qui est sorti de notre élément. Je trouve que la colonisation, il n'y a pas de mal en cela, mais si aussi on n'était pas colonisé, en tout cas, on aurait dû parler notre langue, je veux dire le Djoula, qui allait nous faire avancer comme les Chinois aujourd'hui. La colonisation, il n'y a pas un mal en cela. Mais aujourd'hui, on pense qu'on est indépendant, mais dans le fond, ce n'est pas le cas. Donc franchement dit, la colonisation, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Grâce à la colonisation, aujourd'hui, on a des véhicules. On peut partir au travail avec nos voitures et tout. Avant, on allait marcher parce que les Blancs n'étaient pas là, les Blancs n'existaient pas. Nos parents, ils faisaient des kilomètres pour aller même en ville, pour aller faire des achats.
Aujourd'hui, grâce à la colonisation, on a des portables, on a des téléphones, on peut communiquer même à distance. Nos parents même qui sont au village, qui sont malades, qui nous appellent, on peut essayer de les aider grâce au téléphone. Très bien. Beaucoup de bienfaits qui émanent de la colonisation. Monsieur Kanoujon X, vous êtes bien placé pour répondre à notre ami dans l'élément là, parce que vous avez collectionné une suite d'images montrant le savoir-faire africain. Successivement et dans l'ordre, les images seront présentées, les commentaires vont commencer. Alors, le premier document présente une maison. Fatou, si elle le veut bien, elle va présenter cette première image pour que Kanoujon commence son commentaire. Voilà, l'image elle est là, Kanoujon. Ça c'est chez les Dogons, au Mali, dans les falaises de Bandiagara. Vous voyez bien que c'est une maison à étage. Il n'y a aucun matériel importé de l'Occident. Et c'est pour dire qu'on avait la possibilité de construire des... Je peux dire ça, c'est un château. Ça date de quand? Oh, ça date de... Jusqu'à présent, ces maisons sont encore là. Ça date depuis l'existence, la présence des Dogons à cet endroit. Alors, vous voulez dire donc, depuis toujours. Voilà, si on les avait laissés tranquilles, ils auraient bonifié, ils se seraient bonifiés. Ces maisons sont toujours présentes et résistantes. Très bien. Voilà. L'image suivante. Alors, ça, c'est un château. Bon, ce n'est pas dans l'ordre, mais c'est un château en Occident. Mais quand vous allez voir la suite des photos, vous allez vous rendre compte qu'ils sont venus copier la construction ou l'architecture africaine pour aller construire le château. D'accord. La suite, ça c'est... Alors ça, c'est assez incroyable. C'est un Européen qui est allé en Thaïlande, qui a pris, vous voyez bien les couleurs, les formes, c'est tout à fait africain. Il a copié notre architecture, l'art kamite, la méthode de construction. Il allait reproduire en Thaïlande et puis bon, il est devenu l'auteur là-bas. Vous voulez dire que tout ça se faisait en Afrique ici, bien tout avant l'arrivée du colon? C'est l'intérieur de la maison de la copie. Il n'y a qu'en Afrique qu'on puisse avoir des formes aérodynamiques, c'est-à-dire des formes rondes. Et on se sent toujours très bien, avec des couleurs... voilà, ça c'est toujours chez les Dogons. Vous voyez les sortes de canaries là, ça c'est dans ça qu'on mettait les corps. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de cimetière, un endroit où on va parquer. Parce que chaque famille enterrait ses parents dans son domaine pour protéger, selon elle, pour que ces ancêtres-là puissent protéger la famille. Et donc ça, c'est des formes de cimetière. Voilà, nous sommes en train de faire défiler du savoir-faire africain. Ceux qui disent que le téléphone et les maisons confortables sont de la colonisation peuvent voilà, ça c'est un château. Apprécier cela. Voilà, ce n'est pas une mosquée parce que les Arabes sont venus trouver cette architecture et ils ont conquis cet espace et puis bon, ils en ont fait des mosquées. Mais avant... Ça c'était où là? Ça c'est à Guéné. Guéné, c'est toujours au Mali. On appelle ça Guéné-Djeno. Voilà, c'était une ville de, je ne sais pas, plus de 10 000 habitants. Et voici un exemple de bâtisse. Alors, dites au président qui est venu ici dire que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Ben, voilà. Et Sidna disait que Soumangrou Kanté ou Sundiata, je me souviens plus. Soumangrou Kanté était dans un bâtiment à 8 niveaux. Voilà. Donc, voilà, il s'agit d'immeubles. Oui. Et ce bâtiment qu'on vient de voir est au moins à 3 niveaux, au moins. D'accord. Donc, comme le développement s'est fait de manière évolutive, donc si on n'avait pas été stoppé ces intelligences-là, aujourd'hui, le frère l'a dit, le développement c'est par rapport à l'environnement, l'invention c'est par rapport à l'environnement, par rapport aux besoins. Alors si on n'avait pas été stoppé, imaginez ces bâtiments aujourd'hui en 2015. Et je l'ai dit hier, que le même système, peut-être que c'est des systèmes différents, mais le même système que les Européens utilisent pour construire des ponts dans l'eau, c'est-à-dire que mettre le ciment dans l'eau et que l'eau n'emporte pas ces ciments, le même système était utilisé par les Africains avec le beurre de karité qu'ils utilisaient pour construire ces genres d'immeubles. Alors donc si sous le soleil, ce beurre-là ne fondait pas, ça veut dire qu'il y avait une intelligence qui était là et qu'il y avait de la matière de l'industrie. D'accord. Alors Kanoujon, dernière image. Oui. Ça, on l'a déjà eu cette image-là, hein? Celle-là. On l'a déjà eu? Oui, on l'a déjà vu. C'est incroyable. Ça, c'est un château. Et voilà. Il faut noter que les Africains construisaient, par exemple, ce qu'on appelle les cases. Quand vous êtes au-dessus, vous voyez que c'est toujours circulaire. Et puis, chacun a sa place. Le chef a sa place, les femmes ont leur place. Et tout était bien organisé, intelligemment organisé. Et donc, voilà, c'est ça l'Afrique. Merci beaucoup à vous, Kanoujon. Alors,
réaction au propos du dernier qui disait grâce à la colonisation, on peut se déplacer aujourd'hui en véhicule, gagner en temps, vivre longtemps. Bon, personnellement, je pense qu'il est de bonne foi quand il le dit. Mais je veux dire, il manque d'un certain nombre de connaissances qui l'ont induit en erreur, en fait. Parce qu'il faut retenir, comme on le disait hier ici, que ce qui est appelé développement et colonisation sont deux phénomènes qui n'ont rien en commun. Voilà, la colonisation, c'est un mouvement qui a tendu à venir faire de nos territoires et de nos peuples des extensions de la métropole. Le développement, c'est tout à fait autre chose. L'invention d'une télé ou d'un téléphone portable, ça n'a rien à voir avec le fait d'être colonisé ou pas. Je me réjouis du reste de mentionner qu'il y a des pays qui ont échappé à la colonisation occidentale européenne, mais qui aujourd'hui comptent parmi les plus développés de la planète Terre. Si nous retournons en Asie, pour prendre le cas du Japon ou de la Chine, ces pays-là n'ont pas été colonisés, n'ont pas eu de domination occidentale. Voilà, colonisation au sens juridique du terme. Mais aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance au monde, suivie par le Japon, la troisième puissance au monde, sur la base du PIB nominal. Ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin d'avoir été colonisé pour rencontrer le développement. D'accord. Aujourd'hui, nous allons prendre pour flèche l'intervention de l'internaute Conan Wenceslas. Conan Wenceslas, son image de profil, c'est un drapeau américain. Il pose des questions aux chroniqueurs ici, surtout à Seydina Chérif Ahmed. Il dit ceci: l'Afrique a-t-elle été le seul continent à être colonisé? Je réponds par la négative. Non, toute l'Amérique latine a été colonisée, mais cette contrée du monde n'a rien à envier à l'Europe. Donc l'Afrique doit se réveiller, se mettre au travail, au lieu de se morfondre et pleurnicher sur son passé. Même l'Europe a aussi connu la colonisation. Mieux, elle a été dévastée par les deux grandes guerres. Cependant, elle est développée aujourd'hui grâce à l'ardeur et au travail des Européens. Nous allons continuer avec lui. Il a une suite de questions pour nos intervenants, surtout pour Seydina Chérif Ahmed. Toujours Conan Wenceslas sur la toile facebook.com/on garde le contact. Un peuple fort, puissant et organisé qui se laisse dominer et désorganiser du jour au lendemain. Quelle contradiction, Seydina. Vous dites que l'Afrique est forte, le peuple africain était fort, mais Wenceslas trouve que si on est fort, on ne peut pas être dominé et désorganisé aussi facilement. Bien, il n'a pas tout à fait tort, mais ce que je voulais lui dire, la barbarie est plus forte que la civilisation. Hein, les canons sont plus forts que les stylos. Alors, la même question, j'essaie de répondre dans mon livre ici, La dictature culturelle. Et je disais à la page 150, un étudiant comme ça qui posait la question, l'étudiant disait que une question m'est venue à l'esprit: si nous, Africains, avons pu être au même stade de développement que les Occidentaux, comment sommes-nous devenus alors les esclaves pendant des siècles et des siècles? Et ma réponse, c'est que vous pouvez chercher, hein, ce que je suis en train de dire, l'Occident n'avait pas de civilisation, excepté la culture de la guerre. Vous pouvez chercher, excepté la culture de la guerre. Pendant que nos ancêtres étudiaient l'univers, le changement climatique, pendant que les Africains inventaient les mathématiques, la médecine, la littérature, les arts, l'écriture, l'architecture, le calendrier, pendant que les Égyptiens antiques de race noire construisaient les pyramides, momifiaient les morts, en somme, pendant que les Africains inventaient la civilisation, les Européens passaient leur temps à créer des armes sophistiquées pour détruire. Vous pouvez faire des recherches, vous allez voir que la barbarie des Occidentaux a détruit... Donc la barbarie a eu raison de la civilisation selon vous? C'est tout. D'accord, toujours le même... Et ce que j'ai dit, je n'invente pas, vous pouvez faire des recherches, vous allez trouver. Pendant que nous faisions, ici nous inventions la civilisation, à la même époque, vous allez en Europe, vous allez voir que ce n'est que des guerres. D'accord. Je vais faire une réflexion à propos du développement. Parce qu'on parle de développement, mais finalement, on se limite au matériel. Alors, est-ce qu'on est vraiment développé lorsqu'on fabrique des tonnes de bombes pour massacrer des êtres humains? Est-ce qu'on est développé lorsqu'on vient occuper des pays libres? Est-ce qu'on est développé lorsqu'on fomente des coups d'État, des plans bizarres pour condamner des peuples? Il s'agit là d'aspects critiqués ou négatifs. Mais c'est par rapport au développement. Oui, il y a eu, comme le monsieur l'a dit dans l'élément, des aspects positifs. Il dit qu'on gagne en temps aujourd'hui avec la voiture. L'expérience de vie est prolongée aujourd'hui. Des épidémies sont stoppées net. Justement, à ce propos-là, il n'y a aucun lien entre ces avancées-là et la colonisation. C'est ça
ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire, finalement, on ne saura plus à travers quel propos leur faire comprendre ça. Il n'y a aucun lien ni dans l'espace ni dans le temps. La colonisation en Afrique noire subsaharienne n'a duré que 70 ans. Le véhicule a été inventé bien avant, au moins pour le principe. Au moins pour le principe, ce qu'on appelle les chariots qui étaient conduits par des chevaux, ici par des chameaux et autres. C'est des technologies qui ont été créées depuis très longtemps. Ça n'a rien à voir avec les choses. Et mieux, ce que je voulais dire pour rebondir sur la question, puisqu'on est en train de parler de perspective, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas été confronté à la colonisation? À cette question-là, il faut répondre. Moi, je fais une catégorisation en 3 genres d'espaces qui existaient en Afrique avant que le colon ne pénètre. La première catégorie d'espaces, c'est des espaces, disons, des États précoloniaux. Il y avait déjà des États qui existaient, délimités par des frontières et autres. Je vais prendre des pays comme le Bénin, le Botswana, le Burundi, le Ghana et autres. Ils étaient déjà délimités par des frontières bien choses avant que le colon ne pénètre. Donc, et sur eux s'exerçait un pouvoir politique central déjà. Il y a une deuxième catégorie de pays où des Blancs étaient déjà venus trouver refuge et cohabiter avec les Noirs. Généralement, c'est en Afrique australe qu'on trouve ce genre de pays. Je parle du Kenya, Namibie, Afrique du Sud, Zimbabwe et autres. Et puis la troisième catégorie de pays, c'était de vastes espaces, dont la Côte d'Ivoire actuelle fait partie, qui n'étaient pas délimités ou séparés des autres étendues. Mais il y avait de grands empires qui étaient formés et qui évoluaient tranquillement. Quand le colon est venu, chacun de ces espaces-là a eu des sorts différents. Vous observerez bien que quand on prend un pays comme le Ghana, ils n'ont pas été soumis aux mêmes difficultés structurelles que la Côte d'Ivoire, par exemple. Les armées dites modernes se sont plus développées avant la colonisation au Ghana, par exemple, que je pense. C'était des systèmes politiques différents qui les régissaient. Mais ce qu'il faut retenir est que le colon, s'il n'était pas venu, quelle serait notre face aujourd'hui? Moi, je pense que l'OMS, par exemple, ne se serait pas abstenu de venir en Afrique continuer d'effectuer un travail de recherche parce que le travail des missionnaires a existé avant la colonisation. Ça, c'est d'un. De deux, la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, avait déjà commencé même, dès que le phénomène esclavagiste avait commencé à émettre des réserves et à même combattre. Je porte à votre attention que certains pays occidentaux ont vu leurs armes ici en Afrique être construites et dupliquées par des pouvoirs africains. Quand je prends les armes des Béanzins et autres, ils avaient des armes à feu. C'était des armes à feu créées en Afrique, je ne dis pas importées. Quand je prends l'exemple des Samori Touré et autres, ils avaient des armes à feu. Ça vous dit que l'invention de l'arme à feu n'est pas la panoplie ni l'apanage unique de l'Occident. Il y avait un développement qui était en cours. Et ça, c'est la réponse à Seydina. Qu'on en trouve toujours que... Non, je veux dire c'est un additif. Un additif, bon. De toute façon, il dit que la barbarie est plus forte que la civilisation et que ce sont les armes qui ont fait que le maître... les canons qui ont fait que le maître... le plus fort a pu dicter sa loi. Alors, selon vos propos, l'Afrique aurait inventé l'écriture. Cependant, la tradition africaine est orale. Quelle contradiction, il le dit encore une fois. Oui, mais il faut que... Je dis qu'il n'a qu'à essayer d'aller voir l'Éthiopie. Il y a l'écriture amharique qui existe en Éthiopie et est utilisée jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'écriture Dogon existe. L'écriture, vous allez à Tombouctou, vous allez voir que les documents qui étaient dans les bibliothèques à Tombouctou ne sont pas seulement écrits en arabe, ni en français, ni en anglais. Il y avait des écritures aussi africaine. Ce que je veux dire, nous n'avons pas pu perpétuer notre développement parce que nous avons été stoppés. Parce que avant de venir même à la colonisation qui est en 1800 là, mais il faut qu'on puisse aussi parler de l'esclavage qui a stoppé beaucoup de choses. Alors parce que l'esclavage a été plus dangereuse et plus dangereux même que la colonisation. Voilà, donc il faut qu'on puisse aussi venir sur ce. Et pour terminer, hier c'était El Hadj Ahmed qui avait posté quelque chose de pointu. Aujourd'hui c'est Kona Wenceslas. Il dit toujours, vous dites que les savants européens s'étaient formés à l'école africaine en Égypte, mais nous réalisons que les élèves sont devenus les maîtres et les maîtres les élèves. Quelle rétrogradation! Oui, mais ça, je pense que si comment on appelle ça, ceux qui sont venus apprendre chez nous, nous ont pillés, parce que dans l'histoire, il y a deux choses qu'il faut qu'on puisse comprendre. Le pharaon qui a permis aux Grecs de venir étudier, comment on appelle ça, en Égypte, n'a pas fait de ça dans l'intention, peut-être,
des nuits aux Africains ou bien des nuits, comme on appelle ça, à ces Grecs-là. Mais c'était une manière de partager la civilisation. Mais après le départ de ces Grecs, vous savez que l'Égypte a été envahie par les Romains et par ces mêmes Grecs-là et a été détruite. Ensuite, au 7e siècle, les Arabes font la connaissance de l'Égypte, qui vont aussi apprendre en Égypte. Mais quand ils ont appris aussi, vous voyez, on détruit encore l'Égypte et on met les Africains en esclavage. Parce que l'esclavage arabe a commencé, je l'ai dit la dernière fois, en Irak, au 8e ou 9e siècle. Vous voyez, celui qui vous donne l'instruction, en retour, on détruit la personne. Vous voyez comment nous sommes devenus, si on veut dire, entre guillemets, l'élève du professeur. Nous, professeurs, voilà. sommes redevenus élèves de celui à qui on enseignait le savoir. Alors, moi, franchement, je veux rendre service à nos frères qui posent la question. C'est, comme il a dit, il y a un déficit d'information et de connaissances. Je les invite, franchement, à lire ce bouquin-là, en plus de la dictature culturelle, à lire ce bouquin écrit par un prince qui s'appelle Kayem Ouriel Nawej, Poison blanc. Il est important et il a même sous-titré « Un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres ». Ça, c'est lui qui a sous-titré. Mais le livre donne la réponse à toutes les questions. Pourquoi et comment l'Afrique a été déstabilisée et aliénée. J'imagine. Je vous invite et appelez-moi, je vais vous donner ce livre. Non, il n'est pas en vente. Voilà. Merci beaucoup. On s'interroge sur la situation suivante. À quel niveau de développement serait le continent africain aujourd'hui si l'Afrique n'avait pas été colonisée? Seydina vient de parler de l'Éthiopie. Il vient de faire référence à l'Éthiopie. Avant d'ouvrir le débat aux téléspectateurs, que l'on rassure. Vous aurez l'occasion d'intervenir tout de suite. L'Éthiopie est, semble-t-il, le pays africain, le seul pays à ne pas connaître la colonisation. Vous confirmez ça, Kanoujon? Oui, l'Éthiopie n'a pas été colonisée parce que l'Éthiopie a résisté à l'invasion de l'Italie. Voilà, l'Italie a voulu envahir l'Éthiopie et c'est la fierté des peuples noirs. Est-ce que la situation actuelle de l'Éthiopie peut être un indicateur ou une réponse à notre interrogation aujourd'hui? Il faut noter aussi que l'Éthiopie a conservé ses cultures, sa tradition jusqu'à aujourd'hui. Et la plupart des Rastamènes se réfèrent à l'Éthiopie pour, quand ils veulent se sentir vraiment africains ou panafricains, c'est en Éthiopie qu'ils vont fouiller et chercher les informations. Ils avaient leur religion, c'était des Coptes, ils avaient leur Bible, le Kebra-Négast. Cette Bible-là parle de l'histoire authentique. Parce que la Bible, les Bibles qu'on a aujourd'hui ne valorisent pas l'Afrique, aucunement. Mais le Kebra-Négast valorise vraiment l'Afrique avec Salomon, la reine de Saba et tout ça. Mais vous, on vous sent frontalement opposé à la religion chrétienne. Pas du tout. Ça fait 2 ou 3 fois qu'on vous Non, pas du tout. Quand on parle de colonisation, il faut savoir qu'ils sont venus avec aussi leur façon de penser, leur façon de prier. Très bien. L'Éthiopie n'a pas été colonisée, vous le confirmez, Seydina aussi? Oui, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Voilà. Donc si on se pose des questions... Il faut reconnaître que l'Éthiopie n'a pas bénéficié aussi des largesses du climat, de la nature aussi, que d'autres pays ont bénéficié. C'est pour ça, M. Inabo vous demande toujours d'éviter ce genre d'excuses. Non, ce n'est pas une excuse. On cherchait je donne les informations. Non. Il faut tout donner les informations. D'accord, il faut nous revenir. Les informations. En fait, je voudrais porter un additif, ou du moins une précision. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. L'Éthiopie a été occupée militairement pendant 4 années par l'Italie fasciste. Et de toute façon, ça n'a eu aucune incidence, soyons... D'accord. Permettez-nous en guise de curiosité, ou aussi en guise de réponse. On cherche des réponses à notre fiction d'aujourd'hui. Okay. Oui, permettez-nous d'aller en Éthiopie, voir comment est-ce que les choses bougent, parce que comme ça n'a pas été colonisé, peut-être que les choses vont bien et quand on reviendra, ça pourra nous aider. Le bruit des marteaux-piqueurs à n'en plus finir. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, est en plein boom immobilier. Les investisseurs ne manquent pas pour financer des bâtiments comme celui-ci, composés à la fois de bureaux et d'appartements. Et pour assurer des fondations solides au développement économique du pays, le gouvernement a lancé en 2010 des grands chantiers, construction de routes, de voies ferrées et de lignes à haute tension. La pièce de base de la transformation économique, c'est les infrastructures. Le talon d'Achille de l'Afrique, c'est l'énergie et le manque d'énergie, le manque de réseaux routiers, le manque d'éléments essentiels pour transformer votre économie. L'Éthiopie est en plein essor avec une croissance à 10% d'après le gouvernement, plutôt 7% pour le Fonds monétaire international. L'État a lancé un vaste programme de crédit d'impôt
pour soutenir les investissements. Une stratégie payante, d'autant que l'immobilier représente quasiment la seule opportunité pour les hommes d'affaires. C'est l'investissement le plus attractif du pays actuellement, puisque nous n'avons pas de marché financier fonctionnant convenablement. Ce boom immobilier a favorisé l'arrivée de capitaux étrangers, notamment chinois ou turcs, même si la loi n'autorise que les Éthiopiens à devenir propriétaires. Plus de 4 millions d'emplois ont été créés en 3 ans, notamment dans la construction. En ce qui concerne les affaires, on est bien occupé actuellement, au-delà même de nos capacités. Je recrute de nombreux ouvriers, j'utilise beaucoup de matériaux locaux, de sous-traitants, et grâce à tout cela, nous nous développons tous ensemble et tout le pays en bénéficie. Chaque jour, de nombreux Éthiopiens migrent des campagnes vers les villes. Mais le chômage reste élevé, 25% au niveau national et plus de 17% dans les zones urbaines. L'économie va donc devoir se diversifier, car le boom immobilier ne suffira pas à assurer l'avenir d'un pays de 91 millions d'habitants. Voilà, le tableau est presque similaire à celui offert par les pays colonisés. C'est ça, il faut noter à la suite de cette image que la croissance économique de l'Éthiopie est de 194% devant le Nigeria qui est 185% et le Mozambique 167%. Donc il n'y a pas match quoi. C'est-à-dire quand on se base sur nos valeurs culturelles et qu'on se réunit, parce que il n'y a pas de développement possible si on ne prend pas conscience de s'unir pour ensemble développer notre continent. Inabo, on a une réponse au moins à notre interrogation. Non, j'ai non seulement une réponse, mais un besoin impérieux de réagir à ce que notre frère a dit. Parce que les termes économiques, nous devons y prêter attention avec beaucoup de soin. Le truc, c'est que l'Éthiopie, aujourd'hui où nous parlons, est le 9e pays dans le classement des pays les plus pauvres du monde. Le premier pays, c'est le Malawi. Ces chiffres ont été donnés par le FMI en 2013. Excusez-moi. Donc, je disais, parmi les 20 pays les plus pauvres du monde, il n'y a que 2 qui ne sont pas sur le territoire africain. Il s'agit de l'Afghanistan et du Népal. Tous les 18 autres pays les plus pauvres du monde sont en Afrique. L'Éthiopie est classée en 9e position, juste avant l'Érythrée qui vient en 10e position. Ce qu'il faut retenir avec les chiffres économiques, ici, ils ont fait un élément qui est basé sur l'immobilier. En réalité, l'immobilier est non significatif dans l'architecture économique de l'Éthiopie. L'Éthiopie est basée à 85% de son PIB sur l'agriculture, de consommation interne, même pas d'exportation. Je veux dire qu'il faut faire la différence entre ce qu'on appelle l'économie dynamique, et l'économie de développement. L'économie dynamique, c'est une économie qui n'est pas statique, comme son nom l'indique. Il y a du mouvement. L'Éthiopie aujourd'hui connaît beaucoup de mouvements économiquement parlant. Mais le PIB national, c'est-à-dire que si vous voulez que je fasse un schéma, c'est comme si nous sommes là, 5 ici autour de la table, et on dit Mohamed Kanté a 10 000 francs dans son compte, parmi que nous d'autres, nous tournons en 2 000 et 3 000 francs CFA. Mais en réalité, on ne va pas se fier sur le montant qu'il a dans son compte, on va se fier sur le volume de charges auquel il doit faire face. S'il a des charges de 15 000 francs, alors qu'il a 10 000 francs dans son compte, il est plus pauvre que moi qui ai 1 000 francs et qui n'ai des charges que de 5 francs. Voici en fait le vrai débat. Donc, quand on regarde le PIB nominal national, l'Éthiopie même vient avant la Côte d'Ivoire. Quand on fait un classement mondial des pays sur la base du PIB national, l'Éthiopie vient longtemps avant la Côte d'Ivoire. Mais quand on fait un classement basé sur le seuil de pauvreté, c'est-à-dire combien de personnes vivent avec moins de 450 francs par jour, l'Éthiopie est classée 9e dans le rang des pays les plus pauvres. Et donc, pour vous donner une image de ce que ça représente, dans un pays développé comme la France, le revenu annuel moyen d'un individu est de 20 millions de francs CFA par année, tandis que dans un pays comme l'Éthiopie, c'est 260 000 francs de francs CFA par année. Voici ce qu'il faut retenir. L'Éthiopie est un pays pauvre. La colonisation n'a pas eu besoin de faire ses preuves là-bas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parlais hier de faire des projections en termes de fiction, s'il faut reconnaître qu'il est indiscutable que la colonisation nous a plombés, il ne faut pas de facto dire que sans
ce facteur-là, on aurait été, voilà. Et c'est en cela que, sur certains points, on se rejoint. Ce qui détermine notre avancement, ce n'est pas la présence ou non de la colonisation dans notre passé récent, c'est notre aptitude à nous lever par le seul indicateur possible de réussite qui demeure le travail. Très bien. Réaction après avoir vu l'élément concernant l'Éthiopie. En tout cas, les chiffres qui sont avancés montrent clairement qu'il n'y a pas grande différence entre l'état actuel de l'Éthiopie et l'état des pays dits colonisés. Mais une démonstration vient montrer que on pourrait accorder des circonstances atténuantes à l'Éthiopie. Théophile, une question, si c'est possible. Est-ce que le développement veut dire la somme des édifices, c'est-à-dire que la somme des routes, la somme des immeubles et autres? Est-ce que le développement, parce que pour moi, le développement, c'est le bien-être de l'être humain. C'est-à-dire que le bien-être moral, le bien-être spirituel, le bien-être, qu'est-ce que je veux dire, sur le plan éducation et formation et autres. Est-ce qu'il faut exclure cette partie du développement dans le développement en général de l'être humain? Parce que nous avons l'impression, quand on veut donner une image d'un pays développé, il faut montrer des immeubles, il faut montrer mieux, il faut montrer un pays qui ressemble à eux, leur modèle de développement. C'est pour ça que je disais hier qu'on n'est pas développé par rapport aux autres. Voilà. On est développé par rapport à nos propres capacités à faire face à nos besoins. Justement. Théophile, dernier, et les téléspectateurs auront l'occasion de réagir tout de suite là. Hier, j'ai suivi avec passion l'émission et le frère Inabo a posé une question et il a plutôt émis une réflexion. Il a dit, si vous ne pouvez pas changer le système, changez le système. L'Éthiopie a apprécié sur quel système? Si l'Éthiopie a apprécié sur les standards de développement européens, il va sans dire que l'Éthiopie a besoin de travailler, même sa psychologie, sa culture, pour devenir comme un pays européen. Alors que si l'Éthiopie doit se développer à partir de sa culture à elle, à partir de ce qu'elle apprécie comme indispensable pour sa population, l'Éthiopie, est-ce qu'on peut dire l'Éthiopie en retard? C'est un point d'interrogation. Et puis, pour finir avec ce sujet-là, il faut que les Africains puissent créer les normes. Merci. Parce que je l'ai dit tout le temps, si on doit se faire juger par les autres, on ne va jamais les rattraper. Parce que si les autres disent qu'il faut qu'on soit rouge pour être développé, quand ils vont sentir qu'on commencera à être rouge, ils vont dire non, il faut être jaune maintenant pour être développé. C'est ce qui est arrivé au NEPAD, c'est ce qui a plombé le NEPAD. Justement, et là on ne se développera jamais. Tu as tout à fait raison, parce que c'est toujours en fonction de ce que la Banque mondiale ou le FMI décide, pays pauvre. Sur quels critères vous dites qu'on est pauvre? La pauvreté, très endetté. La pauvreté, la véritable pauvreté, c'est la pauvreté de la conscience, la pauvreté de l'esprit. Quand on va fabriquer des bombes, je l'ai dit tout à l'heure, pour massacrer des êtres, on n'est pas riche. On est pauvre en esprit. Et même, s'il te plaît, moi j'ai fait une analyse, et l'analyse est la suivante, peut-être qu'elle n'est pas forcément fondée, mais j'ai l'impression que quand on veut juger même un pays, que le pays n'est pas autosuffisant, c'est-à-dire que c'est quand le pays importe moins de riz ailleurs, contre que non, ce pays-là. Or, quand le pays produit même du riz là, vous voyez qu'on ne parle plus de ce problème-là. Donc, il y a des problèmes qui sont créés pour mettre dans l'esprit des uns et des autres, pour que nous continuions à consommer ce qui vient d'ailleurs. Il faut qu'on puisse faire attention. Et je rejoins le frère Inabo pour dire que mettons-nous au travail. Ça, c'est tout ce que je dis toujours. Mettons-nous au travail. Prenons le courage de créer nos normes pour dire que telle chose ne vient pas ici parce que ça ne correspond pas à nos normes. Et je ne veux pas être jugé par rapport à telle ou telle chose qui vient de l'étranger. Très bien, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, soyez rassurés, dans seulement quelques minutes, vous aurez droit à réagir. La question est la suivante, si on n'avait pas été colonisé, est-ce qu'on se sentirait mieux aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Voilà, c'est pour faire simple et simpliste. Réaction sur la toile, Fatou, bien avant de passer la transition. Fechal Nasrama, c'est ça, non? Fechal N-S-A-R-M-A, voilà, c'est peut-être un surnom. Il dit ceci: sans la colonisation, nous serions à l'heure actuelle le laboratoire scientifique, spirituel et la population la plus proche des extraterrestres que le monde juge en avance sur la race humaine. Mon oncle m'a dit que jusqu'à aujourd'hui, dans un village au nord du Togo, précisément à Niantougou, il y a un aéroport mystique où les blancs scientifiques viennent mystiquement apprendre la technique de construction de nos avions mystiques. Voilà, il nous écrit depuis le Togo. Oui, vous êtes bien placé. Cette information, bon, on parle beaucoup du développement de l'Afrique, mais il ne faut pas occulter la présence ou le contact qui a eu lieu entre les habitants du ciel, que les Raéliens appellent les Elohim,
avec les Africains. Donc ce qu'il dit là, ce n'est pas nouveau parce que les Dogons, par exemple, dans leur histoire, dans la cosmogonie Dogon, ils sont convaincus, toutes les traces sont là, vous pouvez aller vérifier, qu'il y a une civilisation extraterrestre, parce que c'est le mot en français qui convient, qui a pris contact avec eux. Aujourd'hui, les Dogons font de l'astronomie. Et les Dogons, par exemple, parlent de l'étoile Sirius. J'ai vu des images. Voilà, Portolo, j'ai dit comment, Sigui, il fête l'étoile Sigui tous les 60 ans. Alors, comment est-ce qu'un peuple aussi primitif, comme on le dit, peut être en contact avec l'univers? Et ça, c'est des questions. Les astronautes américains même viennent chez les Dogons pour venir apprendre l'astrologie. Là, c'est une réalité. Et bien, ce que je voulais dire aussi, qu'on puisse peut-être avancer le plus rapidement possible, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de stabilité politique, s'il n'y a pas de stabilité judiciaire, etc. Or, jusqu'à peu du contraire, la première constitution où on parle des droits de l'homme vient de l'Afrique, 1236, fait par Souniata Keïta. Quelqu'un disait, je pense sur la page Facebook là, de l'émission que cette constitution a été inspirée par les lois islamiques. Mais moi, je réponds pour dire non. Tous les 12 rois qui sont réunis pour créer cette constitution n'étaient que des aznimistes, ils n'étaient pas des musulmans, même si Souniata s'est converti plus tard. Alors, donc, pour dire que, et même dans nos sociétés à l'époque, après la constitution, là, les Africains qui étaient musulmans, quand ils commettaient entre guillemets des gaffes, ils étaient jugés par des musulmans selon les critères du Coran. Et ceux qui étaient animistes étaient jugés avec nos lois. Vous avez déjà répondu à sa question, sinon on serait revenu sur cette préoccupation. À tout à l'heure, 22 42 54, c'est le standard. Hein, et ceux qui sont à l'étranger, vous précéderez ce numéro du plus 225 indicatif téléphonique de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont à l'aise avec un smartphone, un téléphone, un ordinateur ou une tablette, madame, messieurs, vous pouvez taper à l'adresse suivante, facebook.com/on garde le contact. Vous postez votre réaction sur le mur ou en message. Hein. On pourra recevoir quelle que soit l'option. À tout à l'heure. On garde le contact. On ne comprend pas parce qu'on n'avait pas la science. Que c'est en se basant sur mes valeurs qu'on fait venir un prophète. J'ai le droit de réclamer que ce prophète soit africain comme moi. Il y a à boire et à manger. Mais regardez, c'est monsieur. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui de fait. Ça, c'est carrément différent. Il y a des conditions, il y a la charte des artistes. J'ai le droit, si on me dit. Petit budget, petite opération. On ne peut pas développer un monde où les Noirs sont développés et puis tout le monde est à la traîne. Sans téléphone et puis je parle à quelqu'un qui a un Amérique, comment il peut l'expliquer scientifiquement? Ça s'appelle la télépathie. La science ne peut jamais expliquer ça. Ne soyons pas naïfs. C'est généralement qu'on entend dire que la colonisation a eu des conséquences négatives sur le continent africain. L'un des plus grands problèmes de la colonisation, c'est le fait de créer la haine dans le cœur des Africains contre les Africains eux-mêmes. Cette position nous inspire une autre réflexion. À quel niveau de développement serait aujourd'hui le continent africain s'il n'avait pas été colonisé? Pour en parler, rendez-vous lundi, mardi et mercredi à partir de 13h30 sur RTI2. Votre émission, on garde le contact. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Direction Burkina Faso, téléspectateurs en ligne, malheureusement reparti, mais le standard crépite toujours, 22 42 54. Et vous précéderez ce numéro de plus 225 si vous appelez de l'étranger. Donc on va faire le premier tour de table hein, après cette grande transition. On est partagé entre proposition et fiction. C'est clair. Hein? Est-ce qu'on serait mieux ou pas? La question se pose toujours. Kanoujon, nous commençons par vous. Alors, une Afrique sans colonisation depuis hier, votre position reste inchangée. Cette Afrique-là se porterait mieux selon vous? Parce que l'Afrique, je ne dirais pas l'Afrique précoloniale, c'est même injurieux, mais l'Afrique impériale. Parce que l'Afrique a connu des empires. L'Afrique, c'était des grands empires, c'était je sais pas, c'était de grandes familles, il y avait des empereurs, Souniata Keïta, on en parle très souvent, il y avait Chaka Zulu, il y avait un certain nombre
la société africaine ou les cultures, les sociétés africaines étaient bien installées, bien stabilisées. Et la colonisation est venue sur un papier, ils ont tracé des traits et ils ont divisé des familles. Okay? Donc en Côte d'Ivoire, une partie de la Côte d'Ivoire, on est juste à 2 pas de la frontière, on a des pièces d'identité différentes alors qu'on est d'ethnie commune. Okay? Donc ce qu'il faut faire, c'est de remettre l'Afrique à l'état, c'est-à-dire reconsidérer les frontières naturelles qui existaient avant l'invasion coloniale. Faut-il, oui ou non, avoir peur de ces chantiers-là? Il ne faut pas avoir peur de devenir soi-même. On ne peut pas avoir peur de revenir à sa dignité, à ses propres cultures. Parce que nos ancêtres qui ont été massacrés, assassinés par l'envahisseur occidental, ils ne sont pas morts, ils sont quelque part là-haut, ils nous regardent. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que vous pensez qu'un ancêtre peut être fier de voir quelqu'un qui est en train de consommer la monnaie, la culture, l'économie, toutes les valeurs que les envahisseurs sont venus imposer? D'accord, très bien. Il est sur la toile, il vous demande d'être honnête. Hein. Monsieur Kevin Romaric Opoué, hein, je lis. Je pense que pour ma part, il faut être honnête. La réponse à cette question est quand même mitigée, car rappelons, ce sont les Africains, précisément les Maghrébins, qui ont commencé l'esclavage. La civilisation d'antan africaine, selon l'histoire, relevait aussi d'énormes faiblesses. Ce système a été relevé grâce aux colons aussi. Ça, il faut le reconnaître. Alors, il est important de savoir que les habitants, les Arabes qui sont au nord de l'Afrique aussi sont venus de Yémen. Et on va aller plus loin s'il veut savoir. Le mot Afrique est à consonance arabe. Ça vient de Afrikiya. C'est un de ces grands guerriers yéménites à l'époque quand ils sont descendus. Donc ce ne sont pas des Africains? Ce n'est pas des Africains. Je veux dire, nous, si on veut aller dans la logique de l'histoire, nous ne sommes pas africains parce que, imaginez, il y avait même une compagnie arabe libyenne qui s'appelait Afrikiya. Donc le mot Afrique vient de Afrikiya, qui est carrément étranger. D'accord. Donc pour arabe. Vous, vraiment, on a été le peuple attaqué gratuitement, vraiment de toutes parts. On ne peut pas nous accuser, on ne peut pas imputer notre état à nous-mêmes. Oui, on est responsable. Quand tout ce qui t'arrive, tu as une grande part de responsabilité. D'accord. Parce que la culture africaine est basée sur l'ouverture, la solidarité, l'accueil. Et là, ils ont tapé sur notre dos, quoi. Très bien. Nous allons à Bondoukou retrouver M. Bané qui est en ligne. Bané, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. Nous saluons tous ceux qui sont à Bondoukou et qui nous suivent. Alors, votre réaction par rapport au sujet, est-ce qu'on serait mieux si le colon n'était pas venu? Ma réaction par rapport au sujet, c'est que vraiment quand je vois la question, imaginons une Afrique non colonisée, je pense que je n'ose même pas répondre à cette interrogation parce que seul Dieu sait ce que l'Afrique serait si on n'avait pas été colonisé. C'est bon ou mauvais? Parlant de l'exemple de l'Éthiopie que vous avez parlé, je pense qu'en conclusion, l'Éthiopie non colonisée avec les autres pays africains colonisés, on a abouti au même résultat. Ah d'accord. Donc c'est le même résultat. Alors, c'est le même résultat parce que excusez-moi si je peux parce que c'est vrai, on parle de l'Occident qui est venu, bon, on se dit que tout ce que l'Occident envoie, tout est négatif. Ok, peut-être que c'est vrai qu'il y a beaucoup de négativité dedans, mais je voudrais me permettre de poser une question à mes aînés qui sont sur le plateau autour de vous. Choisissez un aîné, Seydina, Kranoujon, Théophile, Inabo. Voilà. J'aimerais qu'ils m'excusent beaucoup, mais j'aimerais leur demander, est-ce qu'ils ont des enfants? S'ils ont des enfants, dans quelle école ces enfants fréquentent? D'accord. Merci. Salut à Bondoukou. Qui va répondre? Seydina, déjà, il n'a pas de sapin de Noël en Noël chez lui. Non, voyez-vous, ce que je voulais peut-être dire aux frères et ensuite à tous les Africains qui pensent comme ça, c'est qu'il faut qu'on puisse reconnaître qu'aujourd'hui, puisque ce qui existait en Afrique n'existe plus, on est en face, certaines choses nous sont imposées, comme l'école occidentale qui est là, en tant que telle n'est pas mauvaise. Et je l'ai dit 1000 fois, dans cette école maintenant, il faut qu'on puisse apporter notre civilisation, notre culture et autres, pour que cette école-là puisse répondre à nos besoins réels d'eux-mêmes. Parce qu'on va à l'école pour former des citoyens qui vont participer au développement de la nation ou bien du continent. Alors malheureusement, quand nous finissons notre école, nous nous connaissons peu et nous finissons par nous haïr. Or, personne ne peut se développer avec la haine dans son cœur.
Alors donc je dis, et je le redis, beaucoup de choses, oui. Vos enfants vont dans quelle école? Il a demandé. L'école qui est là, présentement. Les enfants vont dans l'école qui est là, présentement. Mohamed, si tu permets, sa question là, je sens une touche d'ironie en arrière-plan. Justement. Il faut qu'il comprenne, ce monsieur, que c'est un système qui gouverne le monde. Et on va à l'école de ce système-là. En Afrique, avant que le colon n'arrive, nous avions notre système de formation. Celui qui était chasseur enseignait l'art de la chasse à ses enfants. Et ça, on n'apprenait pas la chasse par hasard. Il y avait l'école de la chasse, l'école du forgeron, l'école de l'agriculteur, l'école du pêcheur. Ce que tu veux devenir demain, on te formait en fonction de cela. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'on était dans un désordre béat. Ça, c'est d'un. Aujourd'hui, l'Occident, par la force, est arrivé à renverser le cours des choses en Afrique et à imposer sa voix à l'Afrique. C'est ce qu'on a appelé la colonisation. Donc, nous sommes dans un système où l'Europe a réorienté l'Afrique vers une nouvelle destination. C'est à l'école de cette destination-là que nous sommes. Si tu es sur le chemin qui te mène à Gagnoa et que tu espères arriver à Kong, tu te trompes. Très bien. Nous allons au Bénin. M. Traoré est en ligne. Bonjour, Traoré. Oui, bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. On est très heureux de vous avoir avec nous. On salue tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin. Alors, on vous laisse la parole, Traoré. Oui. Je voudrais intervenir par rapport à votre émission depuis hier. Il faudrait que nous puissions nous poser la question de savoir, aujourd'hui en Afrique, où est-ce que nous sommes? Là où nous sommes là, est-ce que c'est là où nous devrions être? Qu'il y ait colonisation, esclavage ou autre, nous sommes là où nous devrions être. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre en compte tout ce qui s'est passé en arrière et voir là où nous voulons aller, là où nous voulions que nos petits-fils, nos arrière-petits-fils puissent aller. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui, que de penser à est-ce que ça pouvait. Aujourd'hui, nous sommes où? Très bien. Merci. Merci. Et ça rejoint Inabo. Hein. Il faut mieux vaut être dans l'action aujourd'hui. Oui. Théophile? Il y a tellement d'Africains qui pensent que quand le blanc n'était pas encore arrivé, l'Afrique vivait de cueillettes, l'Afrique vivait de manière primitive. Je dis non. Je dis non. Quelqu'un dit par exemple que les Blancs envoyaient la télévision, ils envoyaient le téléphone, etc., etc. Je dis que la télévision est un moyen de communication. Est-ce que les Africains communiquaient avant? C'est un point d'interrogation. Le téléphone, tout ça. Au moment où... C'était plus sophistiqué même. Hein? On communiquait même avec les ancêtres. Oui, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je pose une question. Au moment où les Européens fabriquaient le téléphone, dans quel état était l'Afrique? Au siècle des Lumières, dans quel état était l'Afrique? L'Afrique est en train d'être pillée. Je pense que si nous sommes ici, et nous sommes des Africains avant la colonisation, et que nous avons besoin de nous rendre en Europe, parce que nous avons des clients, parce que l'Afrique était un centre commercial, les gens venaient acheter. Si il fallait qu'on se rende en Europe, on allait se rendre en Europe. Et donc, si on n'empruntait pas peut-être le bateau qui existe aujourd'hui, on allait créer quelque chose qui allait nous permettre de nous rendre en Europe. S'il fallait qu'on se rende en Asie, on allait se déplacer. Inabo, on va profiter pour répondre à la question avec vous. De toute façon, les bateaux, tout ça existait déjà en Afrique, on en a la preuve. Mais ce que je veux dire, le monsieur a posé une question très pertinente. Voilà. J'aime la tournure de sa question. Il nous dit, est-ce que là où nous sommes en ce moment-là, c'est là où nous devrions être? Ça suppose que, est-ce que la parenthèse de la colonisation est suffisamment justificative pour étayer le point de médiocrité dans lequel nous sommes aujourd'hui? Ma réponse est connue, hein, c'est non. Mais mieux, je pense même que quand on fait, il y a 193 nations répertoriées dans le monde, État, je veux dire. Quand on fait le classement des pays les plus riches, c'est-à-dire ceux qui ont le PIB le plus élevé par habitant, dont les États-Unis sont les premiers de la liste, le Nigeria, notre pays frère, est 25e de la liste. Est 25e de la liste. On me dira, waouh, ça ressemble à quelque chose qui est beau, des chiffres, etc., tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, voici l'exemple parfait du fédéralisme qui est l'essence de l'Afrique. J'ai dit tout à l'heure avant que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui faisait partie d'un ensemble de regroupements territoriaux que la France même avait appelé Afrique occidentale française, quand on n'était pas morcelé. Le salut de l'Afrique vient de son unité et de son unification.
C'est en cela que le NEPAD, projet qui a été tué dans l'œuf, était très révélateur. Il s'agissait pour les pays africains de dire, si moi je produis du cacao et que Mohamed Kanté a les moyens pour fabriquer une usine de transformation de cacao en chocolat, qu'il fasse ça et que moi je fasse mon cacao. Chez moi ici, il y aura des travailleurs dans les champs de cacao. Chez lui là-bas, il y aura des travailleurs dans des champs d'usines de transformation de cacao. C'est ça la seule voie possible pour l'Afrique de sortir. Et la vraie question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Mais justement, c'est à cause de cette main-là qui refuse de nous lâcher. Cette main-là qui doit donner son accord quand on doit augmenter le volume de nos masses salariales. Cette main-là qui doit dire oui ou non quand on décide de faire ici une route et de l'autre côté là-bas un aéroport. Alors que cet argent-là qui peut nous servir là nous appartient déjà, mais on va nous dire non, utilise-le de telle autre ou telle autre manière. Ce problème-là aussi, il faut l'évoquer. Le colonialisme est fini, mais il y a quelque chose qui continue, qui s'y apparente très curieusement. Il faut l'évoquer, le combattre et nous débarrasser de cette affaire définitivement. Très bien. À la suite du frère, je voulais rebondir sur le problème de l'Éthiopie. Voyez-vous qu'on a dit tout à l'heure que l'Éthiopie était la seule nation qui n'était pas, comment on appelle ça, colonisée, mais elle n'a pas pu se développer. C'est parce que, comme tu viens de le dire, on ne peut pas se développer sans l'Union. Voilà. L'Éthiopie était seule. L'Éthiopie était seule. Et figurez-vous que malgré le fait que l'Éthiopie était seule, mais en 1950 déjà, l'Éthiopie avait une grande université. En 1950 déjà. Or, le développement va toujours partir à partir de la formation. Alors si, comme le frère l'a dit, on veut aller au développement, l'esclavage, la colonisation s'est dépassée, il faut qu'on puisse se mettre ensemble. Oui, comme le dit... C'est une intégration. C'est une Non, intégration. Est-ce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ne sont pas des blancs, la peau noire? C'est ça la question. Une autre question. Voilà. Comme le dit Dramane Koné, pourquoi s'apitoyer sur cette position de colonisation pour justifier le manque de volonté? Qu'est-ce que vous voulez dire des pays asiatiques comme le Japon et la Chine qui ne bénéficient pas de certaines potentialités naturelles comme l'Afrique, de l'Allemagne après les deux guerres? Donc absolument, il faut passer à l'action. Merci à tous d'avoir participé à ce plateau. On se donnera rendez-vous certainement la semaine prochaine. On ira dans un autre versant du sujet. Certainement, on aura la chance de vous entendre. Merci à Kanoujon. Merci à tous. On pourra parler un peu de l'Afrique qui bouge. La destination choisie ce mardi, c'est bien le Burkina Faso. Le correspondant sur place se nomme Youssef Ouedraogo. Bonjour Youssef. Nous allons courir. Youssef, ça va bien? Oui, bonjour Mohamed Kanté, bonjour Abidjan, bonjour le monde. Très bien, vous nous avez suivis avec beaucoup d'intérêt, j'espère. Avec vous, on va s'intéresser à l'Afrique contemporaine. Aujourd'hui, le Burkina Faso, les choses bougent, surtout culturellement parlant. Oui, les choses bougent culturellement parlant, notamment la musique. L'artiste Wendy, une des voix de la nouvelle génération de la chanson féminine, vient de rompre son silence avec la sortie de son deuxième album baptisé Championnat. En effet, après la sortie de son premier opus en 2009, qui a connu un succès franc et qui lui a permis d'écumer les scènes prestigieuses du continent et de son pays, et surtout d'agiter le show business burkinabé, Wendy avait disparu de la mémoire de ses fans et ne les avait laissés que rien que des souvenirs lointains. Le vendredi 5 juin dernier, au Jardin de la musique de Mdogo, Wendy s'est signalée de fort belle manière avec son deuxième opus, Championnat, je le disais tantôt, composé de 5 chansons sous la houlette de Merveille Productions. Un album qui achève de convaincre les oreilles sensibles à la bonne musique et les professionnels de sa qualité, tant au niveau des textes que de la rythmique. En perspective, rappelons que des concerts promotionnels de l'œuvre sont prévus dans le mois à venir. Merci Youssef. Youssef. Oui. Merci beaucoup. On se donnera rendez-vous le mardi prochain. Merci d'avoir donné ces informations concernant la culture au Burkina Faso. Merci. On est pris par le temps. Je sais que notre ami Greg aussi a une actualité. C'est du côté des États-Unis d'Amérique. Malheureusement reparti. Alors, les programmes se poursuivent. On a rendez-vous donc demain avec nos chroniqueurs Culture, Bidefer et Aubin Manfei. Excellente journée à tous, excellente journée à toutes.